Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui j'accueille Michael Ilouz. Bonjour Michael. Salut Manu. Merci beaucoup d'être présent dans cette vidéo. Donc Michael sera présent à Défendez-vous Live le 9 et 10 novembre 2019 et à l'occasion de ce séminaire, je lui ai demandé de participer à l'interview pour que vous puissiez un petit peu savoir qui est Michael, ce qu'il a fait dans la vie et surtout qu'est-ce qu'il va vous apporter pendant ce séminaire qui encore une fois est un séminaire unique en France. Donc la première question que je voulais te poser Michael, c'est tu as un parcours sportif, tu as un parcours professionnel. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours sportif dans un premier temps? Ok. Je te laisse le micro. Alors, mon parcours sportif, j'ai commencé à l'âge de 6 ans par le karaté Shotokan, que j'ai pratiqué jusqu'à mes 14 ans à peu près. Ensuite, j'ai découvert le sanda, donc j'ai eu l'opportunité de partir à Taïwan pratiquer en stage intensif. Ensuite, j'ai continué de m'entraîner beaucoup sur ce domaine-là qui était vraiment une passion pour moi. Puis je découvrais vraiment la boxe, puisque j'étais persuadé en fait en allant vers le sanda que j'allais faire du kung-fu en fait. Si tu peux préciser ce que c'est que le sanda? Alors le sanda, c'est la forme pied-point en fait qu'on peut retrouver dans le kung-fu plus ou moins traditionnel, le wushu. Enfin les wushu, ce qui est il y a une projection. Voilà, donc en fait typiquement c'est pied-point, corps à corps, pas de sol. Même si le sol est pratiqué, puisqu'on y pratique la lutte chinoise dedans, qui est très similaire si on regarde bien. Après, comme je dis souvent, il y a des constantes dans les pratiques, qui est très similaire à la gréco-romaine. Et en fait, l'idée, c'est pied-point, percussion, avec vraiment beaucoup de techniques de jambes aussi, mais ça, c'est l'aspect kung-fu du Nord un peu. Et puis la partie projection qui fait marquer des points et qui arrête le combat quand la personne touche seule. Okay. Voilà. À 14 ans, j'ai découvert aussi le Penchak Silat, donc j'ai commencé par ça, la partie vraiment self. Donc pour moi, ça a été une vraie révélation. J'ai découvert ça avec Frank Ropers. Je pratiquais la Thaï à ce moment-là, quand je suis rentré de Taïwan, au Temple des Arts Martiaux. C'était dans le 12e. C'est une salle un peu ancienne, qui n'existe plus maintenant. En tout cas, plus dans le 12e. Et je voyais les cours de Penchak. Et puis le personnage Frank Ropers. Premier cours, j'étais avec mon meilleur ami, on était les plus jeunes, ça cartonnait à mort. Je suis reparti, j'ai boité pendant 2 jours, j'ai pris un low kick bien comme il faut. Voilà, ça m'a plu direct. Et puis après, j'ai commencé à m'entraîner. Alors je m'entraînais énormément, c'était toute ma vie. Quand je dis toute ma vie, c'est que malgré les cours, je m'entraînais 3 à 4 heures par jour. J'ai une période où je m'entraînais jusqu'à 6 heures par jour, ce qui veut dire que j'étais pas souvent en cours. Et ensuite, à 18 ans, je suis rentré dans l'armée. J'ai fait un service court. Je suis rentré. Ça me plaisait pas du tout en fait. Donc, j'ai repris les études. Et puis, je me souviens très clairement avoir décidé à ce moment-là que j'allais enseigner les arts martiaux. En fait, je voulais vraiment. C'était mon truc, quoi. Alors, du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à passer des diplômes d'un point de vue sportif. Donc, DIF, CQP. Enfin, à l'époque, c'était pas ça. Pour pouvoir enseigner, je faisais des remplacements. À l'académie, on avait pas mal de cours. Dès qu'un prof était absent, je demandais à Franck si je pouvais le remplacer. Moi, ça me permettait de me faire la main un peu avec l'enseignement. Puis, je découvrais une vraie passion pour la pédagogie, tout ça. En parallèle de ça, je faisais des études. Donc, je travaillais, en fait, j'avais 2 métiers, manutentionnaire et je travaillais à Decathlon en même temps. Donc, je travaillais au Monoprix tôt le matin et au Decathlon le reste de la journée. Et après, j'allais donner les cours, le sport le soir. J'allais donner les cours, il fallait que je m'entraîne aussi, plus les cours enfants. Puisqu'on avait une section enfants à l'époque à Montreuil. Et voilà, à 26 ans, on me propose, je venais de finir mes études puisqu'en parallèle je faisais de la criminologie, on me propose, parce que j'étais déjà intervenu en tant que civil dans des stages militaires, notamment un stage qui est le fameux stage instructeur sport de combat de l'école intersport des armées, qui est une fois par an, qui rassemble en gros ceux qui seront en unité, les formateurs en sport de combat. C'est un peu l'équivalent qu'il y a au Wingate pour le Krav. Donc c'était vraiment le stage. Moi j'étais intervenu à l'époque avec Franck. Ensuite on m'a proposé de venir encadrer une semaine de cours au SNEC à Montlouis, donc qui est le Centre National d'Entraînement Commando. Et en fait je me suis fait un peu repérer dans le milieu vraiment martial et armé. 26 ans, on me propose de re-rentrer dans l'armée. Donc ça, c'était vraiment une proposition de l'armée en me disant, est-ce que ça t'intéresserait de bosser pour une unité? Alors l'unité en question, je ne citerai pas le nom, c'était une unité de force spéciale. Ils montaient une cellule à l'époque, ils voulaient monter une cellule de combat Ops
en lien avec une cellule qui était une cellule de recherche et d'instruction spécialisée, dans laquelle il y avait plusieurs spécialistes. L'idée était de faire monter le niveau de compétences avec des spécialistes vraiment chevronnés. Moi, j'étais chevronné, mais sans plus. Enfin, je veux dire, j'étais un pratiquant d'arts martiaux. La particularité, c'est que comme j'avais fait ça toute ma vie des arts martiaux, que j'avais déjà été dans l'armée, et que en plus j'avais un âge qui correspondait, en fait, je suis rentré dans le profil. Et donc là, j'ai tout quitté et je suis reparti pour 5 ans dans l'armée, où j'ai fait des choses incroyables avec des gens incroyables. Et j'ai eu l'occasion donc de devenir ce qu'on appelle, ce qui s'appelle plus trop comme ça maintenant, mais ce qu'on peut quand même appeler comme ça, un maître d'armes. Donc mon boulot, c'était de développer de la compétence technique martiale, y compris dans les domaines du tir, pour amener le meilleur à mes opérateurs. Et donc je faisais vraiment que ça. C'est ça qui était génial. Plus les formations internes. J'ai eu l'occasion du coup de passer un diplôme de sport à l'école intersport des armées en parallèle. Voilà, ça m'a renforcé dans ce principe d'enseignement. Et j'ai quitté donc l'armée à mes 30 ans, à mes 31 ans même, et j'en ai 35 aujourd'hui. Voilà, donc ça fait quasiment 4 ans que je suis civil. Alors tu fais quoi depuis que tu es civil ? Alors, comment t'occupes tes journées ? Alors en fait, la partie arts martiaux est devenue une passion, c'est-à-dire c'est très secondaire. J'enseigne le Pencak Silat, donc j'enseigne au Maccabi Paris où on est aujourd'hui. J'ai 2 cours par semaine, ça me prend 4 heures dans ma semaine. Le reste du temps, en fait, je bosse dans les domaines de la sûreté en tant que maître d'armes justement. Donc j'ai plusieurs domaines de compétences, tout ce qui va toucher à la gestion de la protection des personnes, dans le cadre vraiment de la protection interphysique, c'est-à-dire l'agression, avec tout ce qui touche à cette modélisation autour de ça. Donc ça, c'est mon cursus criminel aussi qui m'a permis de travailler là-dessus. Le comportement criminel, comment ça se déroule. Le cumul des compétences a fait que je me suis orienté vraiment sur ce domaine-là. Donc j'ai énormément de demandes en fait, et ça s'est développé de plus en plus. Je bosse notamment pour une structure de formation qui s'occupe de former les reporters de guerre. Donc il les habitue à les préparer à des théâtres de guerre. On est tous des anciens militaires en fait, chacun dans des domaines de compétences particuliers. Le mien étant donc de leur apprendre à anticiper et à lire leur environnement. Donc là je fais vraiment le passage, on passe de la self-défense à la sécu perso. Donc c'est vraiment développer la compétence de lecture pour arriver à lire son environnement et anticiper les situations. Bien entendu, on ne peut pas tout anticiper, mais on peut y travailler pas mal de choses. Et dans cette chronologie de l'agression, l'entonnoir, je dis souvent que c'est un entonnoir. Plus on avance, moins on a de possibilités, jusqu'à l'agression physique elle-même, où là j'apprends à des gens non pas à déboîter le mec qui est en face, mais à ne pas perdre, en gros à se protéger. Faire vraiment la différence. Et en fonction des métiers, j'apprends plus à des gens, la plupart du temps en fait, à être capable d'encaisser des coups sans rentrer dans le conflit. C'est-à-dire que ça peut paraître un peu ridicule, mais un journaliste notamment, son boulot c'est pas de faire le coup de poing, c'est de se protéger et de rentrer en bonne santé. J'ai eu l'occasion de travailler pour des sociétés militaires privées aussi, qui proposaient des services pour des métiers à risque au sens large. Donc métiers à risque aujourd'hui, c'est beaucoup de métiers. Ça va du bijoutier, au buraliste, au pharmacien, au convoyeur de fonds, aux reporters de guerre bien sûr, mais aussi des expats qui vivent à l'étranger. Voilà. Et l'autre facette de mon travail, qui est donc cette fois sur la partie combat corps à corps, où j'ai eu la chance de développer, du fait que mon métier était de développer cette capacité-là, un niveau de compétence assez honorable et assez réaliste. Et du coup, je travaille pour des unités spécialisées maintenant, avec lesquelles on avait déjà bossé en faisant des échanges interarmes, qui du coup m'ont recruté en convention pour être instructeur chez eux à l'année. Voilà. Et on travaille au cahier des charges. C'est un peu mon taf ça. C'est le mec me dit voilà, nous nos opérateurs travaillent dans tel contexte, qu'est-ce que toi tu peux proposer par rapport à ça? Comme j'ai eu l'occasion de travailler avec des contextes très différents, mes opérateurs moi à l'unité avaient pas du tout les mêmes profils, ni les mêmes métiers si on regarde bien. Et ben je travaille un peu à la charge comme ça. Donc je travaille pour l'armée, je travaille aussi pour le monde civil. Donc les fonctions publiques, voilà, ministère de l'Intérieur, ministère de la Défense, voilà, ça c'est le cœur de mon métier vraiment. Okay. Donc de très grosses compétences
des grandes qualités que tu as développées pendant toutes ces années. Moi, j'aimerais préciser quelque chose parce que souvent on me dit oui, mais défendez-vous live, c'est que des experts dans leur discipline, mais alors du coup, on va en prendre plein la tête si on vient, etc. Mais en fait, dans tout ce que tu as dit, tu travailles beaucoup au final pour des professions à risque, le bijoutier, le pharmacien, le reporter de guerre, etc. Et comme tu as précisé, on leur apprend pas à devenir des ninjas ou des Rambo, quoi. Non, on leur apprend à détecter l'attaque, et c'est ce que tu vas faire pendant le séminaire. Alors, j'aurais aimé offrir un cadeau aux gens qui vont nous voir, que tu prennes un des éléments du séminaire, on a dit le cycle de Boyd, et que les gens se rendent compte qu'avec des éléments très simples, ils peuvent déjà sauver leur vie. Et donc, même s'ils sont débutants complets, ils peuvent apprendre des choses qui vont leur permettre de mettre toutes les chances de leur côté de sauver leur vie et de rentrer sains et saufs chez eux, c'est ça ? C'est ça. Ok, je te laisse la parole. Alors, en fait, pourquoi c'est un des éléments, tu appelais ça le cycle de Boyd, donc c'est la boucle OODA aussi, on dit. Boyd étant un formateur de la Royal Air Force qui a développé des compétences pour ses pilotes. Et finalement, on a transposé, comme beaucoup de ces techniques-là, ça au milieu de la self-défense. C'est intéressant puisque le cycle de Boyd, OODA, qui veut dire observation, orientation, décision, action, finalement, il régit absolument toutes les actions proactives et réactives. Donc on n'est pas forcément sur du combat, mais c'est assez simple de voir que ce cycle-là, qui paraît long quand on l'explique comme ça, mais en fait est de l'ordre du délai synaptique, ça va très très vite, représente l'action réactive et proactive. Réactive, c'est-à-dire que je subis une action en face de moi et j'ai une réaction face à cette action, et proactive, c'est-à-dire que je prends l'initiative de faire une action. Pourquoi c'est important en self-défense ? Parce qu'il y a forcément un proactif et un réactif dans une agression. Et là où c'est intéressant aussi de comprendre, c'est que finalement, si on transpose ça à la self, c'est ce que j'ai fait, parce que je ne l'ai pas dit dans les présentations, mais j'ai écrit 2 livres aussi, dont un où je présente ça comme élément immuable à toute méthode de self-défense pour comprendre une chose très simple, c'est qu'à portée de main, donc là où on peut se toucher, la plupart du temps, celui qui tape le premier gagne. Pourquoi ? Parce qu'il soumet l'autre à un délai synaptique, justement en lien avec le cycle de Boyd dont on parlait, qui le met en retard. Très simplement, la phase d'observation, d'orientation, finalement de décision, où l'agresseur dit je vais lui mettre, je sais pas, un direct du droit par exemple, et action où il la met en œuvre, et ben le défenseur à portée de main, et le défenseur même pas à portée de main, va de toute façon devoir commencer son cycle quand l'agresseur aura terminé le sien. Donc, vu le temps dont il dispose, même si on est sur du millième de seconde, il va de toute façon démarrer en retard. Statistiquement, ses chances d'arriver dans le laps de temps qui lui sert à identifier la nature, la trajectoire, sans compter qu'elles seront noyées par plein d'éléments importants, type que le cerveau en fait va prendre malgré lui si la personne n'a pas d'expérience. Je ne parle pas d'un mec qui a un coup d'œil de malade, qui fait de la boxe depuis des années ou quoi que ce soit, et même lui en plus risquerait de se faire avoir. Puisque le cerveau, lui, ce qu'il va voir, c'est plein de choses. Dedans, il y a 3 éléments importants, la vitesse, la nature de l'attaque, donc droite, gauche, la trajectoire, mais en parallèle, si l'avant-bras du mec est poilu, quelle température il fait à l'extérieur. Dans ce qui va être tout simplement du visuel, est-ce que son manteau va gêner, enfin, il va prendre absolument tous les éléments qu'il y a, et il va falloir qu'il trie laborieusement quels sont les éléments qui sont essentiels pour sa défense, pour sa riposte. Tu parles pas du stress en plus. Alors si on y ajoute le stress, alors le stress peut avoir des avantages à ce moment-là qui va augmenter, on va dire, les délais de réaction, mais en parallèle va rendre assez maladroit. Donc ça, on en parlera aussi un petit peu pendant la conférence, le fait que ça avait affecté la motricité, donc on devient maladroit, forcément, commencer à faire des blocages compliqués, ça devient vraiment problématique. Et le deuxième élément, c'est que si on y ajoute, et donc c'est là que ça devient intéressant, et c'est un peu le point clé, c'est que ce cycle de Boyd, si on y met de la distance, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on ajoute une certaine distance avec l'adversaire, distance qui est salutaire en fait dans une agression, et qui parasite complètement le processus de l'agression, si je puis dire, on y ajoute un temps de vol. Et le temps de vol est gênant. Alors moi, je fais souvent faire ce test-là aux gens, c'est-à-dire je les mets à portée de main et ils essayent de se toucher très rapidement l'épaule. Souvent, ce qui se passe, c'est que la personne touche l'épaule et la main arrive juste après du défenseur. Pourquoi ? Parce qu'un cycle commencé, il faut le finir. Donc ça, le cerveau, il fait comme ça. C'est pour ça d'ailleurs, quand on retire la chaise de sous les fesses de quelqu'un, même s'il constate, il a pris la décision qu'il allait s'asseoir et il s'assoit dans le vide.
Et c'est pour ça que cette blague un peu débile marche, même si elle est dangereuse à des moments. Mais voilà, ça c'est un des effets de ce cycle. Et du coup, il va quand même monter sa main alors qu'il a déjà été touché. Parce qu'on voit clairement le retard entre les deux. Okay. Dès qu'on les met un petit peu plus loin, l'autre il est un peu gêné. Il dit vraiment je démarre de là, tu vois. Pourquoi ? Parce que là il faut qu'il mobilise des gros groupes musculaires pour atteindre la personne qui est en face de lui. Ce qui le rend extrêmement lisible. Et en plus, le temps de vol de sa frappe fait rattraper le temps de réaction de retard qu'on peut avoir. Et donc du coup ça permet de se défendre. Et si on modélise un peu l'agression, un agresseur, je ne parle pas d'un combattant vraiment, un mec qui a l'habitude juste de se bagarrer dehors, sa technique la plus simple c'est de se mettre à portée de main. Ensuite il va avoir 2-3 comportements qui sont un repositionnement du corps pour pouvoir transférer le poids comme il faut. Souvent il a un contact tactile avec lui ou quoi que ce soit qui est une espèce de mouvement de contenance non verbal et il va y associer un regard un peu à l'extérieur et en général boum le coup part. Si à chaque fois on est trop loin, il rate son processus, il faut qu'il recommence. Alors je dis bien extrait comme ça dans le contexte, on a l'impression que c'est simple. Effectivement, garder de la distance tout le temps, c'est difficile. Mais c'est un des éléments qui fait qu'un grand débutant déjà, il va pouvoir minimiser les risques d'attaque en étant à une certaine distance et en tout cas éventuellement essayer de les contenir et se protéger. Je ne dis pas qu'il va défoncer le mec qui est en face et c'est absolument pas l'intérêt. Il y a un élément juste simple qu'il faut comprendre sur la self, c'est que l'objectif c'est pas de gagner, c'est juste de pas perdre. Et il n'y a pas de gagnant, jamais. Exact. Voilà un petit peu le cycle de Bowen. Mais ça on va le développer dans la conf. Voilà. Du coup, la boucle OODA, observation, orientation, décision, action. Et ta recommandation principale, c'est d'agrandir la distance au-dessus de la distance de bras pour pouvoir empêcher l'agresseur d'avancer. Ou alors s'il avance, de faire plus d'actions, de multiplier les actions. Et du coup, ça m'amène à ma prochaine question. Est-ce que tu peux nous dire rapidement un peu ce que tu vas couvrir pendant ton intervention durant le séminaire Défendez-vous live ? Ok. Alors, je vais découvrir dans les différentes parties qu'on va travailler, on va justement reprendre cette idée d'entonnoir et on va remonter un petit peu dans le temps. Donc, premièrement, on va commencer sur la partie self avec une théorisation vraiment de la self. Donc, je vais parler du cycle de Boyd, du processus de sélection technique, pourquoi il vaut mieux du peu mais bien que beaucoup, les temps de réaction, on va aborder des éléments qui sont vraiment un peu le cahier des charges d'une bonne méthode de self. Je considère qu'il n'y a pas de méthode meilleure qu'une autre tant qu'elles appliquent certains principes. Et ça, c'est à la diligence du professeur qui doit être réaliste sur des éléments fondamentaux dont le cycle de Boyd, mais pas que, il y a d'autres éléments donc on va aborder. Une fois qu'on sera sorti un petit peu de l'agression en elle-même, on va remonter un petit peu dans le temps et on va aborder le déroulement d'une part d'une agression, c'est-à-dire on va voir un petit peu comment ça se passe. Il y a des constantes et avec une vraie chronologie dans les éléments qui est plus ou moins longue en fonction des situations, du type d'agression, de leur nature, du mobile aussi, mais il y a quand même quelques constantes. Dans ces constantes-là, l'idée c'est de déplacer le point focal du défendeur bien en amont dans cette chronologie et lui faire comprendre que il a une réelle influence sur les éléments bien avant. Donc, ce qui nous fait basculer sur la vigilance anticipative. D'accord ? La vigilance anticipative, très concrètement, c'est comment on arrive dans un premier temps à lire son environnement, comment on optimise cette vigilance avec des éléments très clairs que je vais aborder, notamment les tableaux de couleurs de Jeff Cooper, qui sont une base de la sécu perso et où on peut voir une adaptation spontanée du niveau de vigilance face à des situations très simples en fait. Comprendre qu'il y a des moments, il faut être un peu vigilant, il y a d'autres moments un peu plus, on peut être détendu tout en étant attentif. Il ne s'agit pas d'être paranoïaque, c'est vraiment… Et c'est juste d'accorder son niveau de vigilance par rapport aux différentes situations. Ensuite, c'est de l'orienter correctement. Donc la vigilance, elle passe vraiment par plusieurs étapes qu'on va aborder aussi. Et pour accumuler de la connaissance. Très concrètement, c'est de faire comprendre qu'effectivement, on prend par exemple un officier de police judiciaire, il ne va pas voir les mêmes choses dans son environnement que toi ou moi. Cela dit, on peut très bien s'ajouter des connaissances qui permettent de lire plus correctement l'environnement. Et en plus, il y a des choses qui sont en général assez simples, et je le fais souvent d'ailleurs dans les formations, quand on fait voir une vidéo surveillance par exemple d'une agression, même les gens qui ne sont pas des gens expérimentés, ils repèrent tout de suite en disant « Putain, alors lui c'est sûr, c'est lui ». Et pourquoi ? Parce que le langage non verbal qui vient après avec un paraverbal et un verbal, mais déjà la manière dont la personne se contient en public,
comment elle s'approche, comment elle observe. Quand on est de l'extérieur, on le voit assez bien. Et s'entraîner à le faire, c'est s'entraîner à le déceler aussi quand on le fait sur nous. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la dernière partie. Et bien entendu, on parlera aussi un petit peu du stress et de faire vraiment la différence, et ça c'est important aussi, entre stress et peur. Parce qu'il y en a une de différence, et il y a d'une part quelque chose qui est une adaptation de l'organisme. Forcément, il y a des liens entre les deux, et d'autre part l'autre qui est une émotion. Et voilà, on ne va pas tous gérer ça de la même manière. Voilà un peu le programme. Eh ben, merci beaucoup. Ça a l'air passionnant et je sais que ça va être passionnant. Et du coup, si vous voulez participer à ce séminaire Défendez-vous live, vous cliquez sur le bouton situé sur cette page et vous pourrez remplir un formulaire sécurisé pour pouvoir participer à cette formation. Une seule adresse, www.defendezvouslive.fr. Vous pourrez retrouver Michael, mais aussi Guillaume Morel, Robert Paturel, Maître Liénard. On sera 6 intervenants en tout pour ce séminaire unique en France. Donc merci encore Michael pour tout ce que tu nous as apporté dans cette vidéo. Vous avez beaucoup d'informations et maintenant j'ai plus qu'une seule chose à vous dire, on passe à l'action.